Bonjour, je suis Gustavo Amorin, historien donc, et je viens vous parler d'un livre que j'ai publié il y a très peu de temps dans une maison d'édition espagnole. La version française n'existe pas encore, je suppose qu'elle viendra. Pour le moment, bon, il n'y a pas de maison d'édition française ou anglaise qui se sont fait connaître. Et il s'agit, en espagnol, du titre qui dit Los últimos días del Imperio Azteca, ce qui veut dire les derniers jours de l'Empire aztèque. Alors cette étude, en fait, elle révise beaucoup de choses, parce que nous avons toujours cette vision traditionnelle, hein, des méchants blancs et des gentils indiens, et c'est pas du tout ça. Cette étude, que j'ai quand même fait j'ai construit de façon succincte, hein, il y a 180 pages, pas plus, mais elle contient 4 chapitres. Un chapitre très important, le premier, qui parle des Aztèques. En fait, eux ne s'appelaient pas Aztèques, hein, ils s'appelaient Mexicas. On les appelle Aztèques depuis qu'un historien américain, Prescott, au XIXe siècle, leur a donné ce nom, parce que descendant de Aztlán, qui était une cité mythique. Et ce premier chapitre parle justement de l'économie aztèque, parce que bon, ce sont des petits aspects dont on ne parle jamais. En fait, les Aztèques avaient soumis plus de 500 cités-États qui devaient leur fournir 4 fois par an, sous forme d'impôts, des vivres, de l'or, la monnaie qu'ils utilisaient, à savoir des fèves de cacao et des plumes d'oiseaux précieux. Enfin bref, et ceux qui ne fournissaient pas ces impôts étaient évidemment éliminés. Ça nous donne une image très différente, hein, des Aztèques qui vivent en harmonie avec la nature, etc. Donc il y a 4 chapitres. Le premier qui parle des Aztèques. Qui sont les Aztèques? Comment est-ce que les Aztèques rentrent dans l'histoire et comment est-ce qu'ils la quittent à un certain moment avec Cortés. Le deuxième chapitre parle des opérations militaires, qui est fondamental pour comprendre qu'en fait, ce n'est pas les Espagnols qui battent les Aztèques. Oui, c'est Cortés, mais les Espagnols représentent moins de 1000 hommes dans la bataille finale au cours des 2 années, c'est-à-dire la prise de Tenochtitlan. D'où vient l'armée de Cortés? Mais elle vient de Tlaxcala, qui était une cité-État qui combattait contre les Aztèques depuis déjà plus d'un siècle. L'armée de Cortés est une armée indigène. Il y a plus de 100 000 indigènes provenant de Tlaxcala qui combattent contre les Aztèques. Et il n'y a pas que Tlaxcala, c'est toute une coalition montée par Tlaxcala contre les Aztèques, à laquelle vient s'adjoindre Cortés, un peu par hasard, hein. Même si le plan final de l'attaque, effectivement, de Tenochtitlan relève du plan de Cortés, mais l'armée de Cortés est une armée indigène. Il s'agit donc d'un contexte de guerre civile qui dure bien avant l'arrivée de Cortés, qui commençait même avant la naissance de Cortés. Et Cortés arrive à ce moment-là. Donc les opérations militaires, pour comprendre qu'il s'agit d'une guerre civile, il ne s'agit pas de blancs contre indiens, comme on se le représente souvent. Le chapitre 3 parle d'un thème qui est extrêmement tabou encore aujourd'hui, à savoir les sacrifices humains et l'anthropophagie. Puisque, bon, c'est une anthropophagie religieuse, mais ça fait partie aussi du système de gouvernement. Et au bas mot, les Aztèques sacrifiaient dans les 20 000 personnes par an. Il y a un historien mexicain très connu qui s'appelle Zunzunegui, qui lui parle de 40 000 carrément personnes par an. Donc j'utilise vraiment une évaluation très basse, hein, 20 000 personnes par an. Ce qui n'est pas tant, puisqu'il y a plus de 40 pyramides à Tenochtitlan, dans la capitale, hein, des Aztèques. Plus de 40 pyramides, 20 000 personnes par an, ça fait même pas 2 sacrifiés par pyramide par jour, hein, donc bon, à la fin. Voilà, et les membres étaient évidemment découpés, hein, et les bras et les jambes étaient préparés selon des recettes très très raffinées, et mangés bien entendu. Par contre, on se défaisait du tronc et de la tête. On est très loin, hein, de l'image du gentil indien. Voilà. Donc c'est une étude qui révise de fond en comble pas mal de préjugés que l'on a. Et le 4e chapitre parle de la légende noire, une légende noire qui est très ancienne, elle a plus de 4 siècles, hein, qui a été créée de toutes pièces en fait par les forces anticatholiques, donc protestantes. On est au VIe siècle là, dans la guerre contre Charles Quint.
et qui est toujours très vigoureuse, hein, cette légende noire qui veut absolument faire des Espagnols les assassins extrêmement cruels, et puis on oublie complètement, bien entendu, que euh, avant même Charles Quint, donc je parle d'Isabelle la catholique, nous sommes dans les années 1510-1520, avait déjà sorti des lois qui visaient à promouvoir les mariages mixtes entre Espagnols et Indiens. Ça, c'est exceptionnel. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, les mariages mixtes sont interdits jusque dans les années 1950, hein. Donc c'est toute une autre culture. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et j'espère vous revoir bientôt. Au revoir.